Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui en périphérie bruxelloise. Regardez bien ce plan, il date de 1905. Regardez bien cette habitation telle qu'elle a été conçue à cette époque. Aujourd'hui, cette maison, elle a été complètement transformée, chamboulée, redécorée aussi. Et ce sont ces transformations que vous propose de découvrir juste après le sommaire. Dans Une brique dans le ventre, cette semaine, on vous emmène pour une balade exceptionnelle sur les canaux d'Amsterdam, à la découverte des chambres d'hôtel de caractère installées dans des maisons éclusières. Ensuite, nous irons à Bruxelles plonger dans l'univers créatif de la décoratrice d'intérieur Noémie Meyer, qui a fait de son appartement le labo de sa passion et la vitrine de ses créations. Et puis nous rencontrerons de véritables artistes de l'illusion. Pour ceux qui aiment les façades en pierre de leur région, les fausses pierres sont peut-être la solution. Enfin, Valentine et Robert font aussi des tours de magie. En une seule intervention, ils vont isoler une pièce par l'intérieur et la préparer pour recevoir une belle finition. Eh bien la voici, cette habitation telle qu'on peut la découvrir aujourd'hui. Vous le voyez déjà à l'extérieur, il y a eu pas mal de transformations, mais un petit mot d'histoire, Geoffrey, par rapport à cette habitation. Elle appartenait à un médecin au début du XXe siècle. Oui, au départ, un médecin l'a construit en 1905. Il y avait la partie privative qui était à gauche, l'entrée principale était au milieu, où il y avait bien sûr la partie cabinet médical et à droite, sa pharmacie. Dans le domaine, on retrouvait aussi les écuries, la maison pour le personnel de maison. Et vous vous êtes dit, en la voyant, il y a vraiment un potentiel dans cette habitation, mais première chose à faire, c'est la diviser. On l'a divisée en 3 parties. Donc on l'a divisée verticalement, plus une partie arrière où on a vendu le terrain, ils ont construit un bâtiment moderne. Et on a voulu rendre l'intérieur beaucoup plus contemporain et surtout la mettre aux normes au niveau d'isolation, au niveau chauffage. Et pour ça, il n'y a pas eu 36 000 solutions. Vous avez tout cassé. On a tout abattu, du toit jusqu'à la cave. On a rasé tous les étages et on a tout refait en béton et en isolant. Eh bien, on va voir ça. Allez, venez. Voilà, au niveau du rez-de-chaussée de l'habitation, on va retrouver la piscine et puis on a ces quelques marches et cet escalier dont on va parler évidemment dans quelques instants pour déboucher dans les pièces de vie. Alors, pour bien comprendre l'habitation, on est ici dans la partie ancienne avec cet univers bien particulier. Et puis là, on débouche dans la partie plus contemporaine, dans cette extension. Et ce qui est très étonnant, Olivier, c'est que quand on est au niveau de la rue, qu'on regarde la maison, on ne s'attend pas vraiment à avoir ce genre d'ambiance. Dans ce qu'on a voulu garder ici, c'était garder la partie ancienne au niveau de la façade. Et la partie arrière, donc reconstruire quelque chose de très moderne, très cubique. Mélanger aussi des éléments de décoration plus anciens et des choses qui sont d'aujourd'hui. Les mobiliers que vous voyez ici sont très rectilignes. On a utilisé aussi au niveau des matériaux murales et au niveau des sols des matières très, très particulières. On va en parler dans quelques instants après avoir fait un petit détour par Amsterdam pour découvrir là aussi un hôtel que vous devriez aimer, d'anciennes maisons d'éclusiers. Au XVIe siècle, Amsterdam a connu ses heures de gloire grâce à ses ingénieux canaux qui ont révolutionné le transport fluvial et transformé la ville en capitale du commerce mondial. C'est donc en suivant le fil de l'eau que nous vous proposons une belle escapade hollandaise. Car dans ce véritable labyrinthe aquatique, le fonctionnement technique était assuré par des maisons éclusières qui ont trouvé aujourd'hui une toute autre fonction. À Amsterdam, il y avait 28 maisons éclusières qui n'étaient plus utilisées. Avec le cabinet d'architecture Space and Matter, on a voulu transformer ces maisonnettes en chambres d'hôtel. Même si les espaces sont très petits, il y a toujours une vue dégagée sur l'eau. Des petites cabanes urbaines rebaptisées Suites Hotel qui bénéficient d'un emplacement de choix et dont le design reste fidèle au style local en vogue lors de leur construction. Si la plupart des maisonnettes est accessible par voie piétonne, la plus ancienne d'entre elles s'accoste exclusivement par bateau.
Une expérience magique qui transporte tout de suite les hôtes dans un autre siècle. La maison Amstel-Schutzsluis date de 1673. On a réutilisé des carreaux qui proviennent de l'hôtel Lloyd et de l'ambassade culturelle. On a recyclé du bois d'un vieux moulin du XVIIe siècle. Donc tout ce qui décore cette maison raconte l'histoire de cette période. Un refuge d'une douceur mélancolique qui laisse sa place à la mémoire des anciens capitaines de ces navires immobiles. En faisant un bond dans l'histoire, nous voici désormais en 1912, une année où le mouvement expressionniste est en plein boom. Lorsqu'on a choisi l'aménagement des maisons, on a regardé quels étaient les créateurs hollandais de cette époque. Dans celle-ci, il y a une vraie chaise de Basel qui est très connue ici, et la chaise verte est celle d'un designer local contemporain. L'utilisation de verres colorés est vraiment typique du mouvement expressionniste et nos architectes ont voulu y faire référence. Pour passer une nuit exceptionnelle sur les eaux d'Amsterdam, il faudra prévoir un budget à partir de 130 € la nuitée. Une expérience qui se déploie sur les 28 suites éclusières réunies par le Suites Hotel, de quoi satisfaire les amoureux de l'eau et les mordus du design hollandais. Après la pub, Cédric et Virginie continueront la visite de cette maison de maître, réorganisée en plusieurs habitations. On découvrira aussi l'univers tout en déco de Noémie Meyer, qui partage volontiers ses créations et ses tutos sur les réseaux sociaux, ainsi que les possibilités étonnantes des fausses pierres pour nos façades. Enfin, Valentine et Robert pensent à notre confort en hiver avec une top solution d'isolation. Restez avec nous. Geoffrey, ce coin de télé, il est quelque part assez caractéristique aussi de l'univers que vous avez voulu créer, avec beaucoup de travail sur la matière. Comment est-ce qu'on amène justement de la structure et de la matière dans ce genre de pièces? Alors au niveau des mobiliers, avec le canapé, on a travaillé avec un velours dans les tons vert olive pour garder une certaine chaleur et coordonner par rapport au châssis et au mobilier. Au niveau du sol, on a pris un parquet très foncé pour donner un peu plus de structure et de chaleur. Oui, parce que justement, quand je regarde ce mur, on a de la structure dans le MDF. Alors on a appliqué du MDF simplement pré-peint blanc, où on a fait des découpes et on a collé ça sur le mur qui était existant en intégrant certains éléments à l'intérieur pour créer aussi une certaine volumétrie. Vous jouez aussi beaucoup sur les couleurs sur le plafond. Et petit détail, on commence à les découvrir, ce sont ces fameuses moulures qu'on va retrouver sur toute une série de murs également. Ici, on a l'impression qu'il y a certains éléments comme ça qui se sont décrochés, c'était voulu. Oui, alors au départ, le plafond était en béton brut, on a réappliqué des moulures par-dessus, mais à certains endroits, volontairement, on les a coupés, on n'en a pas mis, pour donner une impression qu'une partie est tombée en fait, et qu'on a récupéré les anciennes moulures du bâtiment existant. Virginie, à l'étage, on va retrouver 3 chambres aux ambiances bien à elles. Ici, on va retrouver la première règle de base de la décoration, ou une des premières règles de base de la décoration, c'est qu'on choisit une couleur grâce à un tableau. Tout à fait. Alors ici, on a un tableau qui est très coloré, il y en a des couleurs, et on est parti d'une teinte, et on a pris l'orange. L'orange qui va permettre d'aménager cette chambre par petites touches. On va le retrouver sur le couvre-lit, dans les oreillers, et puis aussi sur les murs, on voit l'utilisation des moulures mises en oblique, ça donne une dynamique, et avec cet orange, eh bien, ça renforce cette dynamique. Alors, dans chaque chambre, on va retrouver également une salle de bain, et ici, on a un univers très minéral. Voilà, on va travailler avec le carrelage impression marbre sur cette paroi, et puis de l'autre côté, on travaille la texture avec des briquettes ici de marbre également, et puis le mobilier qui va contraster la baignoire noire avec ce petit meuble noir aussi. Vous parlez de texture, dans tout le mobilier aussi, on va retrouver du bois qui a été lui aussi travaillé, texturé. Voilà, c'est très intéressant. Alors c'est assez discret comme ça à l'œil, mais de près, on se rend compte qu'on a des panneaux pour les placards qui sont réalisés avec du mélèze qui est brossé. Donc vous avez un panneau à la base qui est lisse, une machine vient imprimer des structures à l'intérieur, c'est vraiment brossé, peigné, et ensuite
ensuite, on repeint l'ensemble des panneaux. Et donc, vous avez ici une grande garde-robe qui est composée de 4 éléments. On a laissé le côté latéral un peu plus ouvert pour mettre un petit bureau, sinon finalement c'est un petit peu énorme. Et de l'autre côté, dans l'entrée, on a aussi un élément qui lui se détache avec un cadre qui est légèrement en retrait. Ça permet de mettre de l'éclairage en dessous et au-dessus. Voilà, on visite maintenant une deuxième chambre et c'est l'occasion de mettre en avant votre travail, Katharina, parce que c'est vous, justement, qui vous êtes occupée de toutes les moulures, avec là aussi un travail bien différent, que ce soit sur ce mur blanc ou sur ces murs gris. Oui, donc justement ici, on a travaillé avec différentes cimaises qui permettent d'encadrer la salle. D'un côté, les encadrements muraux plutôt classiques et de l'autre côté, une interprétation derrière le lit qui est très moderne. Et en rentrant dans cette chambre, je me suis dit, tiens, j'ai l'impression d'être à Paris. Et c'est voulu. C'est voulu. Avec justement les différentes profilés, on peut s'imaginer dans différentes situations, dans différents styles et créer une ambiance tout à fait personnalisée, unique. Alors c'est vrai que quand on se balade dans la maison, on a vraiment une interprétation de la moulure qui est très très différente dans toutes les pièces. Et puis on a aussi ce travail avec ces panneaux qui eux aussi sont en relief. Oui, voilà, c'est un panneau mural en 3 dimensions qu'on a créé avec un designer belge, Michael Bien, et qui permet justement de donner du relief soit au mur, soit au plafond, comme on le voit dans la cage d'escalier. C'est en quel matériau ? C'est fait en polyuréthane, donc c'est une matière assez légère, facile à placer. Elle vient avec une couche de primaire et donc peut être facilement peinte dans différentes couleurs selon tous les goûts. Eh bien, vous savez quoi, Virginie? Je crois que j'ai trouvé ma place. Vous avez une petite soif, peut-être? Une bonne soif. Parlons plus sérieusement de l'aménagement aussi de cette cuisine et de ce grand bloc. Voilà, tout à fait. Alors, la cuisine ici, déjà, elle s'installe dans le fond de la maison. On est sur la partie qui est plutôt fermée. On va profiter des ouvertures qu'il y a autour de nous. On va travailler avec un très grand plan de travail qui accueille les fonctions de cuisson et d'évier. Et puis, sur le côté, là-bas, on a un bloc avec les éléments verticaux, avec les fours et le frigo. C'est pas mal de scinder les deux. Et on va retrouver ici le même bois brossé que dans les chambres, mais dans une autre teinte. Tout à fait, on travaille ici 2 teintes, la première en bas pour le socle en blanc et puis on a cette partie comptoir qui est travaillée avec une teinte plus foncée, c'est une couleur ébony qui est appliquée ici sur le même bois qu'en haut, un mélèze qui est brossé et que ça donne un certain contraste et un contraste de hauteur aussi. C'est pas possible. Ah, les années 80. Un petit mot sur le bois qui est utilisé ici pour les meubles du bas. Voilà, là on n'est pas sur du mélèze, on est sur un chêne qui est peint en blanc. On voit encore le fil du bois, donc on garde toujours une certaine structure et une certaine matière et on va ici le marier avec un quartz blanc et donc ça donne vraiment un volume qui est entièrement blanc. Allez, on va parler de pierre maintenant parce que vous savez, il y a de plus en plus d'imitations de pierres qui sont disponibles sur le marché et parfois on est bluffé. Dans cette zone rurale du sud de la province de Namur, il n'est pas étonnant de découvrir de belles maisons en pierre du pays. Une pierre jaune typique de la région, utilisée depuis des dizaines d'années. Et pourtant, cette maison n'a rien d'ancien, puisque c'est une nouvelle construction et surtout, elle mélange plusieurs pierres. C'est de la fausse pierre en majorité. Et il y a une partie qui est de la vraie pierre, la pierre de Durnal. C'est un contraste, mais vous n'allez pas le trouver. Parce que c'est très difficile à voir la différence entre les deux une fois placés. Et c'est justement une des raisons principales du choix de la fausse pierre. Elle devait ressembler le plus possible à la vraie, tout en étant plus facile à poser. Après avoir mis en œuvre une partie avec de la vraie pierre, j'ai vu que c'était long, que c'était fastidieux. Je voulais que ce soit rapide, donc j'ai pris la fausse pierre. Et j'ai fait le bon choix parce qu'il y a moins d'entretien. Juste un hydrofuge et voilà, je suis partie pour de longues années. Cette fausse pierre, c'est en fait du béton. La technique est déjà ancienne puisqu'elle est née en 1935 aux États-Unis. Par rapport à la vraie pierre, elle est donc plus légère et moins épaisse, mais tout aussi résistante grâce aux additifs mélangés au béton.
Dans la nature, les pierres sont presque toutes différentes. Ici, on reproduit 240 à 250 empreintes différentes, donc formes différentes. Ainsi, il n'y a pas de récurrence dans l'aspect. On trouve des centaines de couleurs, de formes, de textures, ce qui permet de s'adapter à tous les paysages. Ainsi, pour cette maison, l'architecte souhaitait une pierre gris clair bien spécifique. Je pense que si on vient même se mettre à côté, il est impossible de pouvoir distinguer un moellon du pays avec cet élément moderne. Où on a réussi vraiment le pari, c'est sur la texture. Donc on voit effectivement qu'il y a un grain et une surface complètement irrégulière. La couleur qui est vraiment la couleur typée de notre région. Et dernier élément, la mise en œuvre. On a vraiment eu un œil d'un maçon à l'ancienne. Ici, nous avons pu reproduire la même mise en œuvre du passé. Ce qui distingue finalement la vraie pierre de la fausse, c'est le prix de la pose. Mais dans les deux cas, on reste avec un matériau plutôt haut de gamme. Nous sommes plus chers que de la brique ou du crépi, mais nous revenons moins cher en placement que de la pierre massive qui est lourde et qui est lente de placement. Le prix dépend de la vitesse de pose de la pierre, mais également des difficultés de pose. Ici, la pierre est placée directement sur un bloc, mais on peut la poser aussi sur un isolant suffisamment résistant pour supporter le parement, ce qui permettra de bénéficier d'une maison techniquement à l'avant-garde, mais à l'aspect ancien. Allez, on jette rapidement un œil vers ce plafond pour évoquer ces panneaux dont nous parlait Katharina il y a quelques secondes. Ces panneaux en relief. Sont-ils fabriqués en polyuréthane, en polystyrène ou en polyphonie corse? Pour répondre à cette question, deux possibilités. Soit par téléphone en formant le 0905 56 010, soit par SMS au 60 20, code BRIC suivi du numéro de la réponse, 1, 2 ou 3, de vos noms, prénoms et adresse complète. Olivier, depuis tout à l'heure, je me pose la question, comment avez-vous amené cet escalier à l'intérieur de la maison? La petite astuce ici, c'est que l'escalier n'a pas été amené, on l'a coulé directement sur place. Vous vouliez quelque chose de très aérien, d'assez léger, hein? Oui, si vous regardez donc l'escalier, il flotte vraiment dans l'espace. Et on a accentué en fait ce côté flottant avec l'intégration des LED. Comment est-ce qu'on les intègre justement, ces LED, dans le béton qu'on coule? Alors lors du moment où on coule le béton, on intègre en fait des morceaux de frigolite qu'on retire après son séchage. Et c'est QFD, c'est vrai qu'une fois qu'on est à l'extérieur, on a cette vue aussi sur quelque part cette œuvre d'art éclairée. Troisième et dernière chambre, Virginie, qui n'était pas la plus simple à aménager parce qu'elle était plus en longueur, celle-ci. Voilà, un volume tout en longueur et donc du coup, dès qu'on rentre, on installe la salle de bain, mais on ne va pas travailler avec une cloison opaque de manière finalement à nous sentir à l'étroit, on va plutôt travailler le verre, quelque chose de transparent. On a la salle de bain du coup qui s'ouvre sur le dressing. Le dressing, lui, il ne va pas jusqu'au plafond. Ouais. Du coup, ça laisse vraiment la lisibilité de la pièce à son maximum. Et puis juste derrière le dressing, on trouve la chambre avec une tête de lit ici en chêne qui est contre-sciée. Donc vous avez finalement des traits de scie qui sont dans le sens contraire du fil du bois, ce qui donne un petit aspect crocodile. Donc il y a vraiment beaucoup de texture ici dans cet intérieur. J'ai pas trouvé de chanson avec crocodile, mais je vais encore chercher. Allez, croc-croc. Ah, mais oui, évidemment. Les crocodiles. Sur les Pour une fois que c'est moi. Truc de Robert? Avec plaisir. Et Valentine? Oui. My funny Valentine. Une brique dans le ventre avec Gédimat. Matériaux et conseils pour les pros et les particuliers. Mais enfin, pourquoi est-ce que vous retirez mes plaintes? Ah, vous m'avez bien dit que ça allait devenir un salon ici. Oui. Donc vous voulez des murs tout lisses. Donc les plaintes vont nous gêner et je les enlève. Ah, donc on va plafonner. Ah non, on pose des plaques de doublage. Des plaques de doublage? Vous savez, moi le plafonnage, c'est pas mon truc. Oui, ça c'est vrai. Venez, on va les chercher. D'accord. Oui, voilà. Dites, elles sont quand même un petit peu épaisses, hein, vos plaques de doublage. C'est pour ça qu'on les appelle plaques de doublage. Donc elles sont composées d'une plaque de plâtre, d'un pare-vapeur, d'un polyuréthane et puis d'une membrane qui assure l'adhésion. D'accord, donc on va perdre un petit peu de place quand même. Oui, mais vous allez gagner en confort énergétique et en argent. Et comment on les fixe? Avec du plâtre de collage. D'ailleurs, venez, on va le préparer. Alors, pour avoir une pâte plus homogène, on met d'abord l'eau. Il faut 13 litres pour un sac de 25 à peu près. Bien, chef. Ok. Vous n'avez pas envie de faire les bords, là? Si, un petit relais. Ah, il est parfait. Une belle pâte onctueuse. Crémeuse, presque. Alors, la consommation, c'est plus ou moins 3 à 5 kilos par mètre carré. Donc, ça veut dire une truelle tous les 30 cm. Donc, vous voyez, un empan, quoi. Ah, c'est pratique, ça, le coup des doigts. Bon, j'ai pas les mêmes 30 cm. Bon. Et on l'applique d'une certaine façon?
Pas trop près du bord pour ne pas que ça déborde quand on colle. D'accord. Sinon, il n'y a pas de prescription particulière. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben, on le colle. Comme ça, pof. Pof. Alors, On est bien au bord? c'est bon. Allez, on y va. Suivant? On va quand même vérifier le niveau. Ah bah on est bien là. Bah là, on est parfait, hein. Et voilà. C'est quand même génial, non? En quelques minutes, vous avez posé un isolant et une plaque de finition. Alors, petit conseil, on change la lame du cutter avant de se lancer, histoire d'avoir une belle coupe bien nette. On la retourne pour l'encollage? Oui. On est bien d'accord que c'est le côté découpé qui va contre le mur, hein? Évidemment. Pourquoi est-ce qu'on commence par l'extrémité? Eh bien parce que c'est beaucoup plus simple de terminer par une coupe qui sera cachée dans l'angle. Mais oui. Et ici, évidemment, on n'oublie pas la découpe pour la prise, hein? Bah non. Et alors comme ça, on abandonne le cutter. Oui, mais c'est pour du plus rapide. Ah. Bon, voilà pour les grandes plaques. Maintenant, on va s'occuper de tous les... Petits morceaux du dessus. C'est ça. Allez, c'est parti. Ouais. Et là, pourquoi vous avez limé le bord? Eh bien, on chanfreine des deux côtés pour qu'il y ait de la matière qui entre dedans et qu'on ait une finition parfaite. D'accord. Donc c'est utile et il faut le faire des deux côtés. Absolument. Ah, c'est nickel là. Là, mais je le vois bien le salon. Alors je vois les couleurs, je vois le canapé, Ouais, la attends. plante. On va peut-être terminer les finitions d'abord, hein? Oui. Avant de... Oui, mais bah, la semaine prochaine. Pour d'autres trucs. Et alors là-bas, un établi. Ah oui, un établi. Hein, c'est toujours beau dans un salon, un établi. Ça va être bien. Ça va être bien. Virginie, dernier petit détail dans le jardin, c'est ce bassin rempli de coilles. Je sais que vous adorez ça. Quoi? Les poissons ou les coilles? C'est selon. Dites, on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Dans un autre environnement. Oui. D'ici là, surtout, portez-vous bien et n'hésitez pas à embellir vos maisons. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.